Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de People's Planning. À croire que j'y ai pris goût, ouais, ou alors à croire que la politique y a pris goût. Parce que vu les derniers événements politiques, il était difficile de vous laisser sans faire un petit People's Planning au sujet d'un thème assez important et que l'on pourrait connaître bientôt, ce qu'on appelle communément la cohabitation. Alors la cohabitation, faut réfléchir à ça, imaginer ça un peu comme une espèce de coloc pas ouf. Genre tu vis avec quelqu'un ou quelqu'une que tu kiffes pas des masses et qui en plus genre laisse traîner sa vaisselle sale dans l'évier pendant des semaines ou laisse moisir des trucs dans le frigo ou encore laisse genre des poils sur la cuvette des chiottes. Bref, tu vois ce genre de personnes. Bon bah en gros, la cohabitation c'est ça. Mais au niveau politique. Déjà, il faut savoir que la cohabitation n'est pas réellement encadrée par la Constitution. C'est-à-dire que c'est pas un événement que la Constitution de 1958 a appréhendé en tant que tel, ni qu'elle prévoit dans ces termes. Mais commençons par une définition quand même, parce que le Conseil constitutionnel, qui s'intéresse précisément à la Constitution et à la politique, a mis une petite fiche sur la cohabitation sur son site internet, qui est relativement bien fait, disons-le, et qui désigne la cohabitation comme une conjoncture politique dans laquelle le président de la République et la majorité des députés sont de tendances politiques opposées. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, très concrètement, ce qui va se passer là, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, il va y avoir de nouvelles élections, puisque Emmanuel Macron nous a gentiment fait ce petit cadeau de fin d'année, comme si l'année 2024 n'avait pas été suffisamment merdique pour tout le monde. Non, petite fin d'année scolaire, bien entendu, puisque c'est en juin, et on sait très bien qu'on n'est pas encore en mois de décembre, mais bref, vous avez compris. Donc du coup, 30 juin et 7 juillet, 2 tours pour aller élire à nouveau nos représentants et représentantes au sein de l'Assemblée nationale. Et comme vous l'avez vu, ça sent un peu mauvais pour la majorité. D'ailleurs, ça sentait déjà un peu mauvais pour la majorité qui, en 2022, s'est retrouvée avec pas suffisamment de sièges pour avoir une majorité confortable et qui a dû pousser notre président de la République, qui n'aime pas trop ça par ailleurs, à faire des concessions politiques. Et comme c'est quand même lui qui décide, et bah du coup il s'est dit, bah vous savez quoi, Osef, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi il a fait ça? Moi, j'en sais rien. Il y a mille et une hypothèses. On peut les imaginer. Moi, je pense qu'il en a juste trop marre, qu'il en a plein le cul, hein, comme on le dit poliment, et qu'il a juste envie de lâcher l'affaire. Et il se dit, bah tu sais quoi, je vais convoquer des élections, puis après ils vont se démerder. Non, j'en sais rien. C'est une hypothèse, parmi tant d'autres. Mais vous savez quoi, il y en a plein qui sont en train de faire des hypothèses. Ils passent leur journée sur les plateaux télé à faire des hypothèses. Ils passent leur journée à se dire, ah non, mais s'il a fait ça, c'est pour ça, c'est très stratégique ou pas du tout. En fait, on s'en fout parce qu'on n'est pas dans sa tête et on sait pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. L'Assemblée nationale a été dissoute dimanche dernier, le jour du résultat des élections européennes, donc le 9 juin, et 58 minutes après, c'est-à-dire alors que les gens étaient encore là avec leurs petites mains en train de dépouiller les résultats, il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, avec, pour conséquence, la convocation de nouvelles élections, donc comme je vous le disais, le 30 juin et le 7 juillet prochain. Étant donné, du coup, la conjoncture politique, il est quand même assez fort probable que le président de la République ne se retrouve pas avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale et qu'ils doivent nécessairement composer avec une Assemblée nationale qui n'est pas forcément favorable à sa politique et totalement de son bord. Je vous explique. Très concrètement, en 2022, tout le monde pensait, et d'ailleurs les sondages étaient quand même assez positifs, que le président de la République réussirait sans trop de difficultés à avoir une majorité à l'Assemblée nationale suffisamment confortable pour faire passer toutes ces réformes. Sauf qu'en fait non, ils ont eu une majorité relative. On s'est retrouvé aussi avec le Rassemblement national qui avait beaucoup de postes, beaucoup trop de postes à l'Assemblée nationale. Et avec une union de la gauche qui s'appelait à l'époque NUPES, qui a remporté quand même pas mal de postes. Conséquence, le président de la République a galéré sa race pour arriver à faire passer des réformes. C'était assez compliqué. Il en a chié, il a sorti les 49.3 à gogo. D'ailleurs, Elisabeth Borne en a usé et trop abusé, disons. Et donc il se retrouve aujourd'hui avec ce qu'on peut considérer un semblant de crise politique. En réalité, il n'avait pas l'obligation de dissoudre au lendemain des élections européennes, mais il a décidé de le faire. Regardons un peu à quoi ça ressemble la cohabitation. Donc concrètement, ce qui peut se passer, c'est que le 30 juin et le 7 juillet, nous pouvons, nous, électeurs et électrices, décider de qui on va mettre à l'Assemblée nationale. Donc ça peut être le Rassemblement national, non merci. Ça peut être la majorité présidentielle, non merci. Ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau Front populaire. Mais bon, vous connaissez mes opinions politiques et vous aurez bien compris que moi, c'est vraisemblablement ce que je vais faire. Vous faites ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, j'avais quand même envie de vous expliquer les bails sur la cohabitation.
Donc ce qui va se passer très concrètement le 7 juillet, c'est que si jamais Emmanuel Macron n'arrive pas à avoir une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, il va être obligé de composer avec une autre majorité. Si par exemple, le nouveau Front populaire a le maximum de sièges à l'Assemblée nationale et donc obtient une majorité, le président va se retrouver contraint de nommer un Premier ministre issu de cette majorité. Et ce sera pareil si jamais c'est le RN qui passe, mais bon, on l'a déjà dit, non merci, ok. En vrai, il n'y a aucune obligation pour le président de la République qui découle de la Constitution pour nommer un Premier ou une Première ministre issu des rangs de la majorité à l'Assemblée nationale. Néanmoins, étant donné que la Constitution prévoit que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, cela veut dire qu'il est nécessaire de nommer un ou une première ministre qui est plutôt du bord de cette Assemblée nationale pour éviter le blocage politique. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale peut très concrètement renverser le gouvernement avec des motions de censure. Et pour éviter de se prendre des motions de censure tous les 4 matins, il est quand même plus judicieux de nommer à la tête du gouvernement quelqu'un ou quelqu'une qui est effectivement issu de cette majorité. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on a un président de la République qui sera toujours Emmanuel Macron vraisemblablement. Et on aura une ou un premier ministre qui sera issu d'une autre majorité. C'est la cohabitation. C'est la configuration dans laquelle le président de la République a le moins de pouvoir, car il ne peut plus se reposer sur l'Assemblée nationale et sa majorité, et il ne peut plus non plus se reposer sur son premier ministre ou sa première ministre et le gouvernement qui aura été désigné par il ou elle. C'est un cas de figure un peu particulier pour le président de la République qui se retrouve un peu isolé de la gestion quotidienne des affaires politiques. Mais ce n'est pas une situation inédite. C'est déjà arrivé à 3 reprises depuis 1958. Mais ce qui est un peu inédit dans ce cas de figure, c'est qu'en fait, depuis 2000, les élections législatives, donc quand on va voter pour les députés, sont calées sur le calendrier de l'élection présidentielle. Ce qui fait que, quasi mécaniquement, dans la foulée, on va voter d'abord pour le président de la République et ensuite pour les députés. Et le résultat, et on l'a vérifié depuis cette réforme, c'est que très souvent, les gens vont voter pour la majorité du président. Bon, la dernière fois, en 2022, ça n'a pas marché de fou, mais il y a eu quand même une majorité relative, donc ça s'est quand même vérifié. En l'occurrence, le fait de péter ce calendrier et ce rythme électoral ne garantit en rien qu'Emmanuel Macron va se retrouver avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Alors il faut savoir que depuis du coup 1958, il y a eu quand même 3 cohabitations qui ont existé. On a eu une première cohabitation avec François Mitterrand et Jacques Chirac entre 86 et 88. Ensuite, on en a eu à nouveau une autre avec François Mitterrand, qui était président de la République, et Édouard Balladur, Premier ministre de 93 à 95. Et enfin, on en a eu une autre avec Jacques Chirac, qui était président de la République, et Lionel Jospin, qui était Premier ministre de 97 à 2002. Et ce cas de figure est assez intéressant parce qu'en fait, en 97, si Lionel Jospin a été nommé Premier ministre, c'est parce que en quelques semaines, les gauches ont réussi à s'allier à travers une alliance qu'ils ont appelée la gauche plurielle et ensuite à créer un gouvernement de coalition avec diverses forces de gauche qui étaient représentées au sein du gouvernement de Lionel Jospin. Voilà, petit exemple que ça peut marcher. En cas de cohabitation, ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de l'État, donc le président de la République, conserve quand même un certain nombre de pouvoirs. Là où ça peut être un peu merdique, c'est quand le président, qui doit en fait signer les lois et les ordonnances pour qu'elles puissent entrer en vigueur, décide de pas le faire. Après, là, ce que peut faire aussi le président pour faire un peu chier le chef de la majorité ou la chef de la majorité, c'est de refuser certaines nominations où son accord est requis. Donc ça peut être à des hauts postes de fonctionnaires, etc., etc. La particularité, c'est qu'en matière de politique étrangère, en fait, on appelle ça le domaine réservé du président de la République. Donc tout le monde se dit, effectivement, là, il va garder la main, etc. Mais dans les faits, et on l'a vu à travers les différentes cohabitations, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Généralement, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et le président de la République ont plutôt tendance à discuter ensemble pour prendre des décisions qui soient plutôt cohérentes sur le plan international. On peut avoir bien entendu des divergences, mais de là à ce que le président de la République puisse totalement bloquer, c'est pas tout à fait certain non plus. Après, les seuls domaines où le président de la République dispose par exemple d'un droit de veto sur la nomination de ministres, c'est ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense. Et puis, quoi qu'il en soit, de manière très concrète, c'est aussi l'Assemblée nationale qui, typiquement, vote les budgets de l'armée, etc. Donc, Macron pourrait potentiellement prendre des engagements sur la scène internationale, mais si l'Assemblée nationale ne suit pas avec le vote des budgets, ça ne prendra pas. Donc, en gros, pour conclure, le président de la République a en réalité, en période de cohabitation, un pouvoir d'empêchement qui est quand même relativement limité. À bientôt pour un nouveau People's Planning.